Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. 500 millions d'euros, soit l'équivalent en francs CFA de la faramineuse somme de 328 milliards. C'est la somme levée donc par le Bénin au titre des eurobonds le 19 mars 2019. C'est une première, oui, une première pour le Bénin. Notre pays procède donc ainsi à sa toute première incursion sur les marchés obligataires en dehors de la zone franc. L'opération a été conduite avec brio par Romuald Wadaï, ministre de l'Économie et des Finances, bien évidemment, sous la houlette du chef de l'État, le président Patrice Talon. Comment expliquer cette performance inédite? À quoi serviront les fonds en réalité? Pour en parler en plateau avec nous, le ministre béninois de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï. Pour rappel, notre invité jouit d'un parcours à faire pâlir d'envie, évidemment, plus d'un. Après sa nomination au gouvernement, Romuald Wadaï a commencé chez Deloitte à Lyon, c'était en 1999. 17 ans d'expertise au sein des firmes françaises, américaines et africaines à Deloitte. Il est bien connu dans les milieux financiers donc américains et français. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pour conduire cet entretien en plateau pour m'accompagner, Fiacre Vidiaïnou, il est journaliste, correspondant de Jeune Afrique à Cotonou. Bonjour Fiacre. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, pour parler justement de l'économie béninoise, ce sera d'ailleurs le premier sujet que nous allons aborder au cours de cet entretien. Comment se porte l'économie béninoise? Merci, monsieur le journaliste. Écoutez, l'économie béninoise va bien. Les performances macroéconomiques enregistrées au titre de l'année 2018 confirment pour la troisième année de suite que les effets des réformes et des investissements menés par le gouvernement depuis 2016 portent leurs fruits. Alors, pour étayer en fait cette appréciation, si vous permettez, je voudrais faire deux choses. La première, c'est prendre quelques agrégats macroéconomiques, généralement utilisés pour analyser la vitalité d'une économie, et donc exposer ces agrégats avec des exemples factuels pour vous montrer en quoi on peut considérer que l'économie du Bénin aujourd'hui va bien et a fait une excellente performance en 2018. La deuxième chose, c'est également de regarder, nous ne vivons pas en vase clos, de regarder quelle est l'appréciation de nos partenaires techniques, des agences de notation et des marchés financiers sur la performance économique du Bénin. Alors sur le premier point, de façon classique, le premier indicateur qui est regardé, c'est celui du taux de croissance du PIB. Donc alors, de façon simple, le taux de croissance du PIB, il s'agit en fait d'un indicateur qui permet de mesurer le rythme de création de richesse dans un pays. Cet indicateur pour 2018 s'élève à 6,8%. Alors quand on le dit, la première question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais ok, 6,8%, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est suffisant? Pas assez? Comment ça se compare par rapport à d'autres pays? Et surtout, est-ce que ces chiffres sont fiables? Parce que ça, c'est les polémiques qu'on entend souvent. Alors, sur le côté SAC du chiffre, je voudrais d'abord indiquer que 6,8%, c'est 3 fois mieux que le taux de croissance de 2015. 2,1% le taux de croissance de 2015. Et ça, c'est des chiffres Fonds monétaire international, donc totalement audités et revus par des parties indépendantes. Donc 3 fois mieux que 2015, donc forcément, c'est bien. De l'autre côté, quand vous regardez de façon globale le niveau de création de richesse, que ce soit dans la sous-région, au niveau mondial, vous voyez que ce taux fait partie de l'une des meilleures performances aujourd'hui. Donc, ce taux est bien. Est-ce que ce chiffre est fiable? Vous savez, nous avons subi en octobre 2018 une revue du Fonds monétaire international et sur la base des données à fin septembre, le Fonds monétaire international a revu le taux de croissance du Bénin, qui était alors, à l'origine, au début de l'année, prévu à 6,0%. Le Fonds monétaire l'a revu à la hausse à 6,5%, déjà sur la base des chiffres à fin septembre. Et donc, à fin décembre, les chiffres que nous avons aujourd'hui conduisent donc les taux au niveau de 6,8%. Vous savez, pour 2018, le Bénin a été le seul pays où le Fonds monétaire international, après un contrôle, a revu à la hausse les performances économiques. Et ça, il faut le saluer. Depuis 2016 que nous sommes là, consistamment, comme on le dit, de façon continue, nous avons toujours livré des performances beaucoup mieux qu'attendues et des meilleures performances dans la sous-région. Donc ça, le taux de croissance, voilà ce qu'il donne. Alors, de façon factuelle, ça implique quoi? Alors, j'aime prendre les éléments qui ont contribué à cette croissance et voir en quoi ils impactent le quotidien des Béninois. Parce que la question, c'est ça, c'est bien de dire qu'on a des chiffres, mais en gros,
concrètement, là, qui a été impacté, qui voit ça. Un des premiers drivers, c'est le secteur agricole. Et le secteur agricole, le premier produit qu'on aime citer, c'est le coton. Vous savez que pour la campagne 2018-2019, nous allons dépasser les 700 000 tonnes de coton et le Bénin sera le premier producteur de coton en Afrique. En 2015, moins de 300 000 tonnes, on était 5e, 6e producteur de coton en Afrique. Ça, c'est du concret. Même les performances sont prévues pour atteindre d'ici 2021 1 million de tonnes. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous prenez les départements de la Takroa et de la Liborie. Les données statistiques indiquent qu'un paysan emblave en moyenne 5 hectares. Vous prenez concrètement un paysan en 2015 qui emblave 5 hectares. La productivité à l'hectare était en 2015 de 877 kg par hectare. 2018, par hectare, la productivité est passée à 850 kg, soit 1,150 tonnes par hectare. 2015-2016, le prix d'achat du coton au producteur a également pris 5 francs au kilo. Ce qui veut dire concrètement, ce paysan qui emblave 5 hectares, il voit son niveau de revenu passer de 1,1 million par an sur la campagne à 1,5 million. 400 000 francs CFA de plus, c'est colossal. Quand vous mensualisez ces revenus, ça correspond à un niveau de revenu qu'un cadre qui démarre dans l'administration touche. Et ça, c'est du concret. Quand vous allez en milieu rural aujourd'hui, vous remarquez que nos paysans commencent à construire leurs habitats en matériaux définitifs, leur cadre de vie change, ils envoient les enfants à l'université. Ça, c'est du concret, ça. Et c'est 4 millions de personnes qui sont affectées par ça. Pareil, dans le secteur des transports. À la fin de la campagne en 2018, à la fin de la campagne 2017-2018, donc en 2018, il a été distribué 44 milliards aux transporteurs. Et aux producteurs, 92 milliards. Donc, c'est vraiment de l'argent concret. Donc, quand on dit que ça va, que la croissance est là, ça, c'est des exemples qui montrent concrètement qu'il y a des millions de personnes pour qui le quotidien s'améliore. Et je veux dire une chose, c'est que le coton n'est pas le seul produit concerné. Vous regardez, loi d'Adaka, 30% sur la production. Idem pour le riz, le maïs, etc. Donc, voilà des éléments concrets qui montrent qu'effectivement, il y a croissance. Mais monsieur le ministre, comment vous expliquez, en dépit des chiffres que vous donnez, qu'au sein de la population, le panier de la ménagère, les gens se plaignent toujours? Voilà, en fait, les gens se plaignent souvent pour des raisons qui sont le résultat de plusieurs choses. Nous sommes en période de réforme. Les réformes gênent des intérêts, créent des frustrations. Mais Dieu merci, nous en voyons les bienfaits. Alors parfois, certaines plaintes sont le résultat de certaines frustrations parce que certaines mauvaises habitudes ont changé. L'argent facile qui ne circule pas, etc., etc., etc. Tout à l'heure, j'ai pris le taux de croissance comme premier indicateur. Votre question m'amène à prendre un deuxième indicateur macroéconomique qui est celui de l'inflation. On mesure également la vitalité d'une économie en regardant quel est le niveau de croissance des prix. Et ça se mesure en prenant un panier de produits. D'accord? Ce n'est pas un prix isolément. Et dans notre région, donc, le panier qui est pris est composé de produits de première nécessité, des produits de base, et notamment des produits comme le maïs, le riz, le manioc, des produits que nous consommons généralement. Quand vous prenez par exemple l'évolution du prix du maïs, une mesure de maïs séché en 2015, avril 2015, était à 250 francs le kilo. Les dernières statistiques disponibles, qui datent donc d'avril 2018, indiquent un prix à 205 francs le kilo, 45 francs de moins le kilo. Bien entendu, il y a quelques produits pour lesquels les prix ont légèrement augmenté, mais pour plusieurs produits, les prix ont baissé. En gros, quand on prend le panier de produits de référence, le taux d'inflation, l'évolution des prix, s'est élevé à moins 0,8% en 2018. Donc, globalement, on peut considérer que les prix sont restés quasiment stables. Et ça, c'est donc le résultat de prix, certains auraient légèrement monté, certains baissé. Donc, le commentaire qui dit le panier de ménagère souffre, on peut souffrir parce que l'argent qui rentre a baissé, ou on peut souffrir parce que avec le même montant d'argent, on n'arrive plus à acheter la même quantité de produits. Au niveau macro, et en donnant des exemples concrets de produits, le maïs en est un, non, avec le même montant d'argent, le pouvoir d'achat est resté à peu près au même niveau. L'enjeu aujourd'hui, et ceux qui se plaignent, c'est sur l'argent qui rentre. C'est la partie d'argent qui rentre de façon illégale qui a été limitée. Effectivement, nous acceptons qu'il y a des coulages des finances publiques qui ont été stoppés. Et donc cet argent, vous savez, ça servait en fait à un certain nombre de choses.
Et donc, voilà. Mais on a l'impression hein, que tous les gouvernements qui se suivent ont toujours la même explication. On a réduit l'argent sale, mais le résultat est le même. Les gens crient leur mal de vivre. Qu'est-ce que vous répondez de manière concrète à ça? Mais en fait, c'est que moi, j'aime bien, moi, je veux bien que quand on parle de ça, qu'on me donne des exemples. Moi, je prends un étudiant. Quand vous doublez le nombre d'étudiants bénéficiaires de bourses et de secours, vous avez 2 fois plus d'étudiants qui bénéficient du soutien de l'État. Quand vous augmentez les bourses aux étudiants, mais vous voyez leur capacité à subvenir à leurs besoins s'améliorer. Quand vous dématérialisez, vous faites des virements automatiques aux boursiers. Les boursiers avaient des années de retard de bourse. Maintenant, à la fin du mois, automatiquement, ça tombe sur le compte. Quand vous faites ça, est-ce que vous pouvez considérer que les boursiers se plaignent? Non, ils ne se plaignent pas. Quand, dans le secteur agricole, 4 millions de personnes impactées par le coton et les autres produits, avec tous les secteurs transport et services liés, quasiment la moitié de la population impactée par l'excellente performance. Donnez-moi l'exemple d'un paysan qui souffre. Nous avons lancé l'année passée un formidable projet sur le maraîchage pour les femmes et les jeunes, pour permettre, en fait, on leur met à disposition des équipements pour faire l'irrigation, des intrants pour pouvoir faire du maraîchage, et on les accompagne. Demandez à ces dames-là qui ont accès au programme maraîchage si leur niveau de vie a changé. Alors, bien entendu, si vous prenez quelqu'un qui est en ville et qui prenait ses ressources essentiellement des marchés fictifs de l'État ou du coulage, bien sûr, il va avoir le sentiment vous avez l'impression que tout va bien. Vous savez, quand on part de si bas, on ne peut pas dire que tout est parfait. Je veux dire que la trajectoire est excellente, que tout va de mieux en mieux. On ne peut pas, par coup de baguette magique, transformer un pays. Nous travaillons pas seulement pour répondre aux questions urgentes d'aujourd'hui, nous travaillons pour le Béninois de dans 10 ans, de dans 20 ans. Quand un conseil des ministres, le chef de l'État nous a interpellés sur le fait qu'à Natitingou, il y a depuis quelques jours des problèmes d'eau. Il a donné 24 heures pour que la situation soit réglée. Ça, c'est traiter une question urgente. Quand le chef de l'État dit que d'ici 2021, tous les Béninois auront accès à l'eau potable, ça, on prévoit pour demain. Vous imaginez qu'on prend l'eau, parce que parlons de sujets concrets, nous avons pendant 40 ans aucun investissement pour renouveler les réseaux d'adduction d'eau. Je donne l'exemple de Togben qui est à quelque part de où nous sommes ici, où il n'y a pas d'eau potable. Alors quand on investit pour régler ces problèmes structurels, quand on investit pour la santé, on a fait des réformes formidables au niveau de la santé. Mais voilà, ceux qui en bénéficient. Vous savez, on a terminé d'opérationnaliser 3 nouvelles agences de transfusion sanguine, Parakou et Porte-Nouveau, Aboumé. Allez demander aux populations qui en souffrent, s'ils ne sont pas contents, là, que voilà, 3 agences, etc. Donc, il y a des investissements qui sont en train d'être faits de façon massive pour que le Béninois se porte bien et que le Bénin dans le futur, monsieur le ministre. Vous avez donné des femmes qui sont dans le maraîchage, qui ont vu leur niveau de vie changer. Les paysans qui ont eu 92 milliards de distribués l'année passée. Les transporteurs, 44 milliards. Les étudiants, la jeunesse. Au niveau du budget 2019, nous avons mis un fonds pour les start-up, 1 milliard de disponibles. Donc, on peut prendre plusieurs exemples comme ça. Quand vous lancez des travaux dans l'ensemble des 12 départements, construction de cités administratives, vous construisez des routes, asphaltage, assainissement, des stades, des musées, des marchés. Mais c'est autant de bonnes dames qui, autour de ces chantiers, ont des petits commerces pour faire à manger et vendre aux travailleurs. Là, vous écoutez, l'argent qui circulait, c'était de l'argent mal obtenu, de l'argent sale, en gros. C'est-à-dire que si on prend, si on veut le dire, hein, la majorité des Béninois, alors, avaient de l'argent sale. C'est pas ça. Ce que nous disons, c'est qu'il y avait beaucoup de coulage au niveau des finances publiques et nous avons mis un frein et nous continuons d'ailleurs. Il y a encore des réformes qui vont se poursuivre. Dès que nous trouvons des niches, nous les supprimons. Donc, nous ne disons pas qu'il n'y avait que de l'argent sale qui circulait. Je vais donner un exemple qui est parlant. Parce que c'est quand même l'argent des contribuables. Le chef de l'État a dit récemment que, vous savez, la TVA, même celui qui achète son achouta, il paye la TVA. Et la TVA, c'est la moitié de nos recettes. Et donc, quand on dilapide les fonds de l'État, mais c'est le pauvre qui est primé. Donc, je veux que vous nous supportiez dans ça. Il faut expliquer à la population, nous comptons sur vous pour expliquer aux personnes que quand on coule, c'est le pauvre paysan qui est affecté. Il n'a pas les infrastructures. Il n'a pas les infrastructures et en plus, son argent est utilisé à autre chose. Regardez, dites-moi concrètement, quand un pays comme le Bénin dépense en une année 17 milliards pour les voyages officiels, 17 milliards dans les billets d'avion pour que les gens voyagent, etc. Vous trouvez ça normal? Quand on fait la réforme, on crée la cellule de voyage officiel, on passe 2-3 milliards.
Alors, c'est de ça qu'on parle. Donc, effectivement, ceux qui bénéficiaient de ça, ils en souffrent. Mais en attendant, avec cet argent, mais nous avons fait les cantines scolaires. Alors, des comme enfants vous le dites mangent. bien, vous avez verrouillé un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous faites pour aider les populations à mieux vivre? Comment entrevoyez-vous l'avenir? Mais écoutez, qu'est-ce que nous faisons pour que les populations mieux vivent? Nous travaillons, d'accord, pour que chaque Béninois ait une égalité de chances pour contribuer à la création de richesses. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai donné plein d'exemples qui montrent que, secteur par secteur, les choses vont de mieux en mieux. Il s'agit de continuer à faire les réformes, de continuer à faire les investissements pour créer le cadre, pour que chacun puisse, quel que soit où il vit, quel que soit où il est, il puisse avoir les mêmes égalités de chances face à la création de la richesse et contribuer à faire développer notre pays. Vous savez, un modèle alternatif consisterait à dire l'État, sur les recettes, prend de l'argent et puis juste distribue. Mais le jour, l'État ne peut pas tout faire. Si vous observez nos agrégats macroéconomiques, il y a des choses qui sont très parlantes. Vous regardez au niveau du Bénin le niveau des investissements. Nous sommes passés d'année en année, en pourcentage du PIB, j'évite les techniques, mais nous sommes en train d'attendre vers 20% des investissements faits dans le Bénin devraient venir du secteur privé. Si on crée les conditions pour que le secteur privé prenne le relais, le jour où l'État a des coups durs, mais la population est moins impactée puisque le secteur privé est dynamique. Donc nous faisons concrètement tout ce qu'il faut pour qu'il y ait vraiment un secteur privé qui prenne le relais, qui puisse travailler. On a créé les conditions pour une production durable de richesse dans le pays. Mais pour le moment, c'est l'État qui tient les rênes? Non, ce n'est pas que l'État, mais vous êtes d'accord avec moi que classiquement, le Béninois est tenté par des activités d'achat-vente, de commerce. Mais il faut créer les conditions pour que le Béninois aille de plus en plus vers les activités de transformation, les activités de type industriel, consommatif de main-d'œuvre. Quand nous réglons la question énergétique, et en mars dernier, le premier générateur de Maraguita était bien en service. Oui. Voilà, ça, c'est pour permettre de régler le problème d'accessibilité, coût et volume d'énergie pour la population. Ça permet à des gens qui ont des projets de transformation de produits, que ce soit pour transformer le manioc ou l'ananas, etc., de pouvoir avoir accès à l'énergie pour le faire. Vous créez les conditions donc, pour que personne puisse travailler, créer de l'emploi, créer de la richesse. C'est à ça qu'on s'attelle. Et puis vous augmentez les taxes aussi. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Non, mais ça, c'est très intéressant. Je veux juste qu'on me donne l'exemple d'une taxe qui a été augmentée. Je vous ai dit tout à l'heure que la TVA, c'est la taxe que tout le monde paye et qui contribue pour moitié de nos ressources. Le taux de TVA n'a pas changé, par exemple. 18%, c'est resté à 18% depuis. Monsieur augmenter ministre, les taxes, donner un exemple, et puis c'est assez clair que votre politique vise à l'élargissement de l'assiette fiscale. Mais est-ce que vous allez continuer par presser? En fait, cette perception-là, je voudrais qu'elle soit appuyée par des chiffres de façon concrète. Vous prenez la loi de finances pour 2019. Est-ce que nous avons augmenté le taux d'impôt sur les sociétés? Non. 30%, c'est resté stable. Je vous ai parlé de la TVA stable. Mieux, pour les entreprises qui sont sur le régime simplifié, le prélèvement, l'impôt est passé de 400 000 francs à 150 000. Nous avons baissé. Ça, aujourd'hui, professionnel synthétique. Absolument, est passé de 400 000 francs à 150 000 francs. Il y a des milliers de personnes qui sont concernées par ça. Donc vous regardez sur la fiscalisation directe, le prélèvement direct, vous voyez que nous avons plutôt mené des politiques de baisse. Du coup, votre politique, c'est... Nous avons augmenté le prélèvement, par exemple, sur l'alcool, le tabac, bien sûr. Nous avons des normes communautaires qui nous permettent d'aller jusqu'à un certain niveau, 70% de mémoire, je crois. Nous sommes passés à 50%, mais parce que c'est des produits sur lesquels nous pensons qu'avec toutes les réformes que nous faisons sur le domaine de la santé, il est important de pouvoir se doter des moyens de pouvoir financer ça. Alors, quand vous faites cette augmentation-là, je veux bien qu'on me dise que, OK, voilà, sur l'alcool et le tabac, vous avez légèrement augmenté le taux. Oui, très bien, mais nous avons baissé le taux pour le Béninois moyen qui a sa PME, qui payait 400 000, qui paye désormais 150 000. Je veux qu'on le salue. C'est un rétropédalage. Ah, pas du tout. Il s'agit uniquement d'une mesure incitative. Nous avons dit, nous souhaitons que les PME locales participent de plus en plus au marché public, soit dans les commandes publiques ou soit comme prestataires des grands marchés. Nous avons vu en 2018 le lancement de plusieurs chantiers. Il fallait donner l'opportunité aux PME de venir. Une des contraintes que les PME avaient, c'est ce montant d'impôt
qui faisait qu'ils n'étaient pas en capacité d'avoir leur quitus fiscal parce qu'ils ne payaient pas. Nous avons, après analyse, décidé de baisser pour alléger les entraves, en fait, pour que l'entrepreneur individuel, les petites PME, puissent en fait avoir accès au marché. De la même manière, nous avons baissé ça. Nous avons supprimé plusieurs formalités, plusieurs documents administratifs qui sont exigés ont été supprimés et le reste totalement mis en ligne. Alors, quand vous faites ces réformes-là, ce n'est pas du rétropédalage, c'est pour aller de l'avant. Mais implicitement, vous faites reposer tout sur quelques grosses entreprises. Non, absolument pas. Nous ne faisons pas tout reposer sur quelques grandes entreprises. Encore une fois, je vous dis, la moitié de nos recettes viennent de la TVA. Et la TVA, ce n'est pas les entreprises qui payent, c'est nous tous, consommateurs. Après, nous faisons les réformes qu'il faut pour élargir la contribution de chacun des acteurs. Aujourd'hui, en effectif d'entreprise, nous avons beaucoup plus d'entreprises en nombre affectées par la taxe professionnelle synthétique et donc qui ont bénéficié de cette baisse comparée aux autres entreprises. Pour Romeo de Wardagni, tout va bien et le Béninois peut espérer. Je dis encore une fois que, 1, le Bénin se porte bien, 2, que les choses sont beaucoup mieux que par le passé, et 3, que les réformes et les investissements en cours montrent une direction qui est claire. 2019, les années qui vont suivre, en tout cas sur la trajectoire 2019-2021, nous allons avoir donc un rythme de création de richesse qui va continuer de s'accélérer et va se placer au-delà de la barre des 7%. J'ai dit, je pense à certains de vos confrères il y a quelque temps que pour qu'on puisse percevoir, pour que la grande masse puisse percevoir l'effet d'une croissance, il faut qu'elle dure, qu'elle soit suffisante, donc au niveau de 7% plus, 7%. Et qu'elle dure au moins 3 ans de suite. Et là, nous rentrons dans ce schéma. Nous allons avoir en 2019, 2020, 2021 de taux de croissance au-delà des 7% et probablement toucher les 10%. Le paysan qui a son champ d'anacade, le producteur de maïs, la dame qui fait le maraîchage, etc., la vie change déjà pour eux et va continuer à s'améliorer pour eux. Vous voyez, quand on fait les réformes de la santé, on démantèle les faux médicaments. Mais ça, c'est l'ensemble, vous, moi, tout le monde, qui maintenant, nous avons une assurance meilleure sur la qualité des médicaments que nous consommons. Alors, ça, c'est un effet bénéfice des réformes. Là, on n'a pas attendu, c'est déjà là. Quand on a mis en service le centre de santé d'Alada, c'est les populations de là-bas qui en bénéficient. Djougou, l'hôpital départemental de Djougou, opérationnalisé, mis en affermage à l'ordre de Malte, c'est les populations de là-bas qui en bénéficient. On a fait, je vous ai parlé des 3 centres de transfusion sanguine. L'hôpital, le CHU de Calavi, financement bouclé, les travaux commencent, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas dans l'attente, nous sommes dans le résultat concret. Il y a quelques semaines, autour du 17 mars, le Bénin a lancé une opération pour avoir de l'argent, pour aller prendre de l'argent sur le marché international. En quoi? Si vous permettez, je ne vous arrête pas, mais tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais expliquer en quoi l'économie se portait bien, en prenant des chiffres, des exemples, c'est ce que j'ai fait. Mais je voulais aussi vous parler, si vous permettez, quelques secondes, de la perception, en fait, que les partenaires techniques, les marchés, les agences ont de nous. Parce que, vous voyez, on peut dire les choses, on peut s'auto-féliciter de ce qu'on fait, mais c'est encore mieux quand c'est les partenaires techniques qui ont un regard indépendant qui vous disent que vous faites des choses bien. Quand c'est les partenaires qui disent que vraiment le pays va de mieux en mieux. Et là, vous avez le Fonds monétaire international, je vous ai parlé de leur revue en octobre, qui indique que le Bénin, le programme est on track, comme ils disent, c'est-à-dire sur les rails, que tout va très bien. Mais vous avez aussi le fait que récemment, le Bénin a été primé comme premier pays en matière de transparence budgétaire. Ça ne s'est jamais produit. À Dakar, le Bénin a reçu le prix de transparence budgétaire. Et ça, ce n'est pas l'association fan club de Wardagni qui a fait ça. Hein. C'est le Fonds monétaire international, l'Union européenne, premier pays en matière de transparence budgétaire. Ça veut dire que nous avons cette rigueur et cette transparence dans la manière dont nous gérons les choses. C'est grâce à ces éléments-là, ces appréciations-là, que quand nous allons vers des investisseurs qui ne savent même pas positionner le Bénin sur une carte, mais ils nous font confiance parce qu'ils voient que l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, plusieurs partenaires donnent satisfaction sur ce qui se passe. Vous avez vu, en février, le président de la commission de l'UEMOA est passé à Cotonou, Absolument. A dit que le Bénin a fait des bons jamais faits dans l'UEMOA en matière de réforme. C'est du concret. Quand nous disons que le Bénin va bien, que les performances sont excellentes et que ça continuera à aller de mieux en mieux, voilà, c'est la même appréciation que nos partenaires, que ce soit au niveau international, régional, donnent. Nous sommes également maintenant, depuis quelque temps, à nouveau notés
Standard & Poor's nous a confirmé en décembre la notation B+, qui est la meilleure notation en Afrique en dessous du Sahara. C'est la même note que le Sénégal et c'est mieux que certains pays qui sont souvent cités en référence comme le Rwanda, etc. Donc je veux qu'on... Voilà, vous ne pouvez pas faire des performances macroéconomiques passables et avoir ces résultats. Mais je l'admets, vous savez, quand on part de si loin, il faut du temps pour que vraiment la perception change. Et la perception est en train de changer et elle va continuer à changer. Visiblement, il faut garder toujours espoir. Alors, FIAC le disait à l'instant, le 17 mars dernier, sur l'Eurobond, il y a eu cette levée donc, de fonds. Je l'ai dit à l'entame de cette émission. C'est une performance inédite. Clarification conceptuelle oblige. C'est quoi l'Eurobond? En fait, très simplement, c'est un emprunt obligataire que nous avons levé. Un emprunt obligataire, en gros, vous allez voir des investisseurs qui vous prêtent de l'argent sous la forme d'obligations. Bon, il n'y a pas d'autre manière de dire, mais la façon la plus simple, c'est de dire, en gros, c'est la levée de fonds sur un marché particulier qui fonctionne avec des règles particulières et qu'on appelle en fait le marché des eurobonds. Voilà. Donc, pour le Béninois commun, il faut considérer que nous sommes allés sur le marché international obtenir des souscriptions d'argent de partenaires financiers, d'investisseurs internationaux. Donc c'est une manière de lever des fonds. Et pourquoi avoir senti la nécessité de le faire? En fait, quand nous sommes arrivés en 2016, sur instruction du président de la République, il y a une stratégie de mobilisation de ressources qui a été élaborée. Un des piliers de cette stratégie, c'est de s'assurer que le Bénin, très rapidement, dans un délai de 3 ans, donné par le chef de l'État, nous dotions notre pays de tous les instruments de levée de fonds. Quand nous sommes arrivés en 2016, nous avions 3 manières d'obtenir des ressources. Il y a les impôts et tout ce que nous prélevons, donc les impôts, première source. Deuxième source, c'est tout ce qui est emprunt que nous obtenons au niveau de les bailleurs de fonds, les partenaires internationaux, que ce soit Banque mondiale, Banque africaine de développement, on peut mettre dans une catégorie. Et la troisième catégorie, c'est tous les prêts que nous faisons auprès des banques locales ou régionales, d'accord, et notamment les instruments UEMOA titres, donc tous les mécanismes de levée de fonds au niveau régional. Donc nous avions ces 3 instruments. Il y a 2 autres instruments dont les pays modernes disposent, mais que nous n'avions pas jusque-là. Parce que les performances macroéconomiques n'étaient pas bonnes, parce que nous n'avions pas fait la démarche d'aller vers ces 2 autres moyens. Le premier, c'est l'accès au marché des prêts commerciaux au niveau international. Et le deuxième, c'est l'accès au marché des emprunts obligataires. Et cela nécessite une crédibilité, une certaine crédibilité. Absolument, parce que là, vous avez en face, quand vous allez sur le marché des prêts internationaux, qui est quelque chose que nous avons réalisé en 2018, vous avez en face de vous des banques de signature mondiale. Et ces banques ne vous connaissent pas forcément, ont très peu d'informations sur vous. Vous venez et il faut avoir de la crédibilité, il faut avoir des projets solides pour qu'ils puissent vous prêter. Donc, encore une fois, donc, la stratégie est dictée et les instructions de chez l'État, doter le Bénin de tous les instruments possibles en matière de levée de fonds de mobilisation de ressources. Cela vous permet de diversifier, en fait, de diversifier nos sources de financement et de mettre le Bénin à l'abri d'à-coups. Parce que quand les ressources fiscales domestiques baissent violemment, quand il y a une crise sur le marché domestique que les banques ne peuvent pas prêter, etc., et que les partenaires techniques, pour une raison ou pour une autre, parce que vous n'êtes pas en programme avec le Fonds monétaire international ou parce qu'il y a réduction des volants de financement internationaux, ben, vous êtes limité dans la capacité donc, de financer votre budget. C'est pour ça qu'il faut diversifier et s'adjoindre ces 2 instruments complémentaires. Donc en 2018, nous nous sommes dotés du 4e instrument, qui est celui de l'accès au marché des prêts internationaux. Nous l'avons fait, d'abord en faisant une opération de reprofilage, donc remplacer une dette qui coûte cher par une dette moins chère, grâce au soutien de la Banque mondiale. En gros, ce que nous avons fait, c'est que si vous avez emprunté 1 000 francs à un taux de 7%, vous réussissez à trouver les mêmes 1 000 francs ailleurs à un taux de 3% pour payer l'autre dette et remplacer donc cette dette. Et donc à chaque fin de mois, au lieu de payer 7% de taux d'intérêt, vous n'en payez que 3%. Donc vous avez moins d'intérêt à payer, moins de charges, moins de coûts à payer. Donc c'est ça l'intérêt de l'opération de reprofilage. Et nous l'avons fait grâce à l'instrument d'accès au marché des prêts commerciaux internationaux. Donc 2018, c'était l'année de cet instrument. Donc nous l'avons maintenant et aujourd'hui nous sommes crédibles, nous sommes connus, nous pouvons aller sur ce marché de prêts commerciaux. Le dernier instrument que nous devions faire, c'était celui d'accès sur le marché de l'emprunt obligataire. Et c'est ce que nous avons fait.
Celui-là est beaucoup plus compliqué parce que sur ce marché, nous avons tenu, sur instruction de chef de l'État, à avoir une taille d'opération qui permette en fait à nos obligations d'être cotées, de sorte à ce qu'au quotidien, il puisse y avoir une valeur donnée donc, à notre dette et donc une valeur donnée à la signature au Crédit Bénin. Donc vraiment, c'est doter le Bénin de l'ensemble des panoplies, donc l'ensemble des moyens de mobilisation de ressources qui a été la première mesure. Et nous avons mis ça sur notre agenda depuis 2016. Et 2018, nous en avons réalisé un et le dernier a été fait donc en 2019. Je veux dire que ça, c'est le résultat de travail de l'ensemble des ministres, de l'ensemble des cadres des différents ministères qui ont travaillé pendant de longs mois pour arriver à ça. Il a fallu effectivement assainir le cadre macroéconomique, arrêter le coulage, améliorer les performances macroéconomiques. Il a fallu faire noter le Bénin. Mais faire noter le Bénin, ça a nécessité également de la préparation. Il a fallu aller vers les investisseurs pour présenter le Bénin. Il a fallu rédiger ce qu'on appelle prospectus, c'est-à-dire un document d'offre. C'est un document qui fait 700 pages en anglais, qui décrit le Bénin dans tous ses détails, nos projets, la gouvernance, etc. Il a fallu faire valider ce document par les autorités de régulation des places financières, avoir le tampon, et ensuite maintenant aller... C'est tout un processus qui a duré longtemps, où c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des ministres qui ont contribué à ça, et l'ensemble des cadres de l'administration qui ont, de tout secteur, parce que également quand vous préparez un document de 700 pages, tous les secteurs y passent, la justice, la santé, l'infrastructure, tout le monde a contribué, et donc c'est un succès national. C'est un effort collectif qui a duré, qui a démarré depuis 2016 et qui s'est achevé. Et comment s'est passée cette opération? En fait, c'est une opération qui, de façon factuelle, a été un succès. Elle a été un succès pour plusieurs raisons, je vais en citer deux. La première, c'est que nous sommes allés sur le marché et nous avons souhaité lever 500 millions d'euros. Nous sommes arrivés à un pic de plus de 1,250 milliard d'euros. Donc plus de 250% de souscription. Ça, c'est un succès. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup de confiance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont souscrit, qui voulaient nous prêter. Nous avons dit non, nous avons demandé 500, nous nous limitons à 500. Parce que nous avons une stratégie d'endettement qui est claire. On avait prévu 500. Ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup plus que nous allons les prendre. 500 millions amortissables sur 7 ans? Sur 7 ans, absolument. Et donc, ça, c'est un premier élément. Ça, c'est un facteur de succès indiscutable. Le deuxième élément, c'est que nous avons été le premier pays à sortir en 2019. Ça veut dire que nous avons été très, très rapides. Dès que nous avons vu l'opportunité sur le marché, plusieurs pays ont commencé la course et le Bénin a été le premier à sortir sur le marché international des eurobonds dans la sous-région. Donc, ça aussi, c'est un élément qui montre que vraiment nous avons montré de la célérité et de l'efficacité dans la manière dont l'opération a été conduite. Et ces fonds serviront à quoi? Ces fonds serviront donc à contribution à financer les activités et investissements prévus dans le cadre du budget 2019. Je rappelle que le budget de 2019 a prévu un besoin de financement de 700 milliards à peu près. Nous avons dit qu'il s'agit d'une opération pour diversifier les sources de financement. Donc, puisque nous avons diversifié les sources de financement, nous avons eu l'opportunité de lever ces à peu près 320 milliards de francs CFA par le canal donc, des emprunts obligataires eurobonds. Ça veut dire qu'il y a d'autres mécanismes de levée de fonds sur lesquels nous n'allons pas aller pour le reste de l'année. Je rappelle que nous avons un plan et un budget voté par l'Assemblée nationale avec une liste d'investissements à faire. Et donc, l'eurobond servira à faire ça. Si nous avions pris les 1 milliard d'euros, si nous avions mobilisé par ailleurs les mobilisations internes et qu'on avait dépassé les 700, là, la question peut se justifier. Là, la question aurait été, mais monsieur le ministre des Finances, les députés, le gouvernement a proposé dans son budget 700 milliards de levée de fonds pour les besoins du budget 2019. Là, vous avez levé plus de 700 milliards. Mais à quoi serviront l'écart, le surplus? Là, nous ne sommes pas en surplus. Nous sommes en train de mobiliser de façon intelligente et innovante les ressources prévues et votées par l'Assemblée nationale dans le cadre du budget 2019. Quelles sont, très moins techniques, quelles sont les caractéristiques de cette opération? En fait, les caractéristiques, c'est le montant, je vous l'ai dit. La durée, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est 7 ans. Et le taux d'intérêt, c'est un coupon de 5,75%. Je vous annonce qu'aujourd'hui, dans la sous-région, quand nous sortons sur les marchés pour des échéances de 7 ans, il est difficile
de trouver un taux d'intérêt à 5,75%. Aujourd'hui, c'est plutôt du 6% plus. Donc ça aussi, c'est un facteur de succès que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui montre qu'effectivement, nous avons bien fait d'aller sur ce... Mais Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas des risques d'avoir préféré lever ces fonds sur le marché européen en euros où on aurait pu y aller en dollars? Mais en fait, aujourd'hui, de façon factuelle, quand vous regardez les taux d'intérêt pour les mêmes maturités, les taux d'intérêt en dollars sont plus élevés que le taux d'intérêt en euros. En réalité, l'attrait du marché dollar ne se justifie pas le fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez le volume d'argent disponible en dollars sur le marché obligataire, nous sommes en trilliards de dollars. Alors que sur le marché, le segment euro, nous sommes en milliards. Voilà. Donc, on aurait pu prendre des instruments de couverture. Très bien. Aujourd'hui, le point, c'est qu'il n'existe pas d'instruments de couverture standard qu'on peut aller acheter pour couvrir ces risques. Nous sommes membres d'une union monétaire bénéficiant d'une parité fixe avec l'euro. Nous n'avons pas d'effet de change aujourd'hui avec l'euro. Je vous ai dit tout à l'heure que le taux facial de levée de fonds euro versus dollar est plus cher. Pourquoi voulez-vous que j'aille m'endetter à un taux plus élevé et prendre le risque de change dans un environnement où je n'ai pas des instruments de couverture qui sont prêts, directement disponibles? Il y a certaines institutions sous-régionales et certains pays qui sont sortis en dollars et qui après ont fait les couvertures. On note deux choses. La première, c'est qu'il a fallu plusieurs mois de négociations pour trouver le bon instrument. Et pendant ces mois-là de négociation, vous subissez le risque de change. Deuxième chose, c'est qu'à la fin du jour, le taux d'intérêt, le coût global de l'opération est beaucoup plus cher que ce que nous venons de faire. Est-ce que vous attendiez à une réaction aussi positive des investisseurs? Oui, parce que vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que depuis 2016, les performances que nous annonçons, et quand elles sont revues par le Fonds monétaire international, les réalités sont toujours mieux que ce que nous prévoyons. Donc nous sommes confiants sur nos performances. Nous sommes confiants des atouts de notre pays. Il s'agissait de convaincre les personnes, les investisseurs en face. Il s'agit de leur présenter de façon concrète les éléments. Et puisque nous étions confiants sur nos performances, nous n'avions pas de doute sur le succès de cette opération. Le Bénin a été le premier, et d'ailleurs jusque-là le seul pays en Afrique à faire une émission, ce qu'on appelle inaugurale, c'est-à-dire la première souscription à le faire sur le segment euro. C'est une performance. Absolument, et si nous n'avions pas cette confiance, nous n'allons pas le faire. Et je peux vous dire que plusieurs banques et plusieurs conseils nous ont dit non, sortez en dollars, parce que là on est sûr qu'on aurait eu facilement les sous. Est-ce que vous pensez revenir sur le marché et dans quelle échéance? Notre stratégie est simple, doter notre pays de l'ensemble des instruments possibles de mobilisation de ressources. Maintenant, c'est fait. Nous avons 5 instruments de mobilisation de ressources. Nous avons le principal qui est nos ressources propres. Nos ressources propres conditionnent notre capacité d'aller au crédit. Nous continuerons les réformes et actions pour continuer à accroître nos ressources propres. Parce qu'il faut compter d'abord sur ses propres formes. Pour les 4 autres instruments qu'il y a, à chaque fois, le recours à l'un ou l'autre de ces instruments dépendra des opportunités. Si demain les opportunités sur le marché des emprunts obligataires est très bonne, nous irons lever des sous, quitte à rembourser des emprunts, des financements beaucoup plus chers ou à financer des besoins complémentaires. Donc la réponse est simple, nous allons saisir les opportunités à chaque fois qu'elles se présenteront dans l'intérêt de notre stratégie d'endettement. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un risque? Vous vous endettez trop pour la postérité? Non, vous savez, j'ai récemment fait un exercice intéressant pour le Bénin, mais pour l'ensemble des 8 pays de la sous-région étant président du Conseil des ministres. L'exercice est simple. J'ai pris sur les 10 dernières années pour le Bénin. Vous prenez le budget du Bénin, information disponible. Vous regardez combien nous dépensons en fonctionnement de l'État et combien nous investissons. Vous regardez ensuite de combien s'accroît la dette de l'État et par rapport à combien on investit. 2018, nous avons investi plus de 500 milliards d'investissements, tous secteurs confondus. Le niveau de la dette de 2018 a augmenté de 349 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 2018, qui est un exemple, oui, nous nous sommes endettés beaucoup moins que nous avons investi. Quand vous êtes en train de faire des investissements structurants, des investissements productifs qui créent de la valeur, de la richesse, mais que la valeur de ces instruments est quasiment 2 fois plus importante que l'endettement, c'est un signe que vous faites bien de prendre la dette. Ce qui se passait, vous prenez l'exemple de 2015-2014. Les chiffres sont de l'autre côté. 2015, niveau d'investissement inférieur à 200 milliards, la dette a augmenté 300 milliards, un peu plus de 300 milliards. Ça, on s'inquiète.
Ça veut dire concrètement, quand vous prenez ces chiffres-là, que la dette sert à faire fonctionner l'État. Mais quand vous êtes dans un schéma, et c'est factuel, où l'accroissement de la dette, à la fin de l'année, vous dites, OK, l'année passée, j'avais ça comme stock de dette. Cette année, voilà mon niveau de dette. 2018, je me répète, le montant de la dette a augmenté de 349 milliards, mais nous avons investi 500 milliards. Ça, c'est une performance. Et depuis 2016, à chaque fois, la trajectoire est la même. Nous faisons tout pour que les investissements aillent vers de l'investissement productif et que nous dépensions beaucoup plus pour créer de la valeur pour aujourd'hui et demain que dépenser de l'argent pour distribuer des subventions, faire fonctionner l'État. Le plafond, ça doit faire 70%. Voilà. On est autour de 50%. Nous sommes dans la tranche des 50% de dette et je peux vous assurer que le plafond de 70% ne sera jamais atteint sous le président Patrice Talon. Ces instructions sont claires, seront suivies. C'est rassurant. Alors, vous avez parlé à l'instant du Conseil des ministres. Vous avez pris part récemment à une réunion des ministres. Vous avez parlé du franc CFA? La question du franc CFA n'était pas à l'ordre du jour de notre réunion de la zone franc à Niamey, pour la simple raison qu'il s'agit de notre monnaie. Nous avons des institutions, des mécanismes, des accords qui fonctionnent au quotidien, des dizaines de cadres qui travaillent au quotidien sur les questions monétaires. Nous avons le comité de politique monétaire, nous avons des cadres à la Banque centrale, dans les différentes institutions, dans chacun des ministères des Finances de chacun des pays qui travaillent. Donc, notre monnaie est une préoccupation au quotidien. Donc, il n'a pas été, effectivement, si la réponse, la question est non, le franc CFA n'était pas une question à l'ordre du jour. Mais quel est votre avis, vous, puisqu'il y a des voix qui s'élèvent pour demander une réforme du franc CFA? Et puis, je rappelle, vous êtes le président du Conseil des ministres des Finances de la zone. Je vais vous parler sans langue de bois. Oui. En tant que ministre des Finances et encore président du Conseil des ministres de la zone, il est normal que je ne vous dise pas quelque chose de différent que c'est bien. C'est du politiquement correct. Mais je vais essayer de faire une réponse plutôt factuelle. Parce que si je vous donne une réponse générale, vous allez dire oui, il est ministre des Finances, de toute façon, il ne peut pas dire autrement. Bien entendu, la monnaie est clé. Vous avez deux instruments pour une économie, le budget et la monnaie. D'accord? Il n'y a aucun pays du monde où il y a une décorrélation entre la politique monétaire et la politique budgétaire, et ce pays arrive à aligner 7 ans de suite de la croissance et une maîtrise des taux d'inflation. Je vais essayer de ne pas être technique. Vous regardez au niveau de la zone UEMOA, je parle pour notre franc, la zone que j'ai l'honneur de présider, au niveau du Conseil des ministres. Ça fera 7 ans de suite que nous avons un taux de croissance supérieur à 6% dans la zone. Taux d'inflation maîtrisé autour de, en tout cas en dessous des 3%. L'ensemble des pays sont en régime de croisière en matière d'investissement. Ceci ne peut pas arriver s'il y a une incohérence forte entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Nous sommes tous en consolidation budgétaire, nous faisons tous des efforts pour resserrer les dépenses et aller vers le niveau de déficit de 3%. Donc, de façon concrète, placée, parce que la question de monnaie est une question sensible, vous regardez de façon concrète le fonctionnement de nos économies aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur qui montre qu'il y a un problème structurel. Que des personnes se posent la question sur le nom, etc., libre. Je peux entendre qu'on pose des questions de cette nature, mais de façon factuelle. Moi, je n'ai pas vu un opérateur économique qui dit qu'il est pénalisé par le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous savez, on se fait peur parfois pour beaucoup. Il n'y a aucun système parfait. Donc, je ne suis pas en train de dire que notre modèle est parfait. Je vous dis juste deux choses. Aujourd'hui, c'est une question que nous étudions au quotidien. Il n'y a aucun signal à l'orange qui nous montre qu'il y a une menace sur notre monnaie et qu'il faille réagir. L'une des caractéristiques de notre monnaie, c'est que nous sommes à un régime de change fixe. Il y a deux grands régimes. Il y a le régime de change fixe et le régime de change qui fluctue. Après, il y a plusieurs manières de fluctuer également. Le fait que nous soyons arrimés à l'euro, que nous ayons un régime de change fixe, peut présenter des avantages et des inconvénients. Si les inconvénients étaient supérieurs aux avantages, nous allons noter dans les performances macroéconomiques une décorrélation des éléments d'alerte. Il y a des pays aujourd'hui qui sont connus, qui marchent bien et qui sont dans le même régime de change fixe. Je pense le cas de Hong Kong, par exemple, qui a un régime de change fixe avec le dollar. Et je pense le cas du Danemark aussi, qui a un régime de change fixe à l'euro. Alors, quand on critique le franc CFA qui a un régime de change fixe, mais on ne regarde pas, il y a d'autres pays qui sont arrimés à d'autres monnaies en monnaie fixe. Et bien entendu, ils ont des mécanismes pour défendre le niveau de parité, mais Hong Kong, dollar,
américain, c'est fixe, et pareil pour le Danemark. Donc voilà, nous ne sommes pas seuls dans ce système, c'est le premier message. Deuxième message, aujourd'hui, nous n'avons pas d'indicateur d'alerte qui nous montre que structurellement, il y a lieu de réagir. Et enfin, je veux préciser que ces questions sont suivies au quotidien. Et le jour où il y aura des alertes, nous allons vous en parler et nous allons prendre nos responsabilités au niveau du Conseil des ministres et ensuite au niveau des chefs d'État. Mais Romuald Wadaye, à vous écouter, on a l'impression que tout va très bien pour le CFA, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire écoutez, sortons de là. Moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Je suis ministre de l'économie et des finances, président du Conseil des ministres de la zone. Je vous dis aujourd'hui, tout modèle a du plus et du moins. Aujourd'hui, les données que nous avons en face de nous, nous qui gérons, qui avons la charge de gérer les économies de nos pays, les données que nous avons ne nous alertent pas sur un problème structurel qui nécessite une réaction. Dès que nous allons avoir des alertes, dès qu'il y aura les prémices de difficultés, nous allons réagir. On ne peut pas avoir un décalage fort ou des problèmes structurels sur la monnaie et générer des croissances de plus de 6%, 7 ans de suite pour la zone 8 mois. Donc voilà, c'est... Parlant toujours du CFA, il y a une question qui revient souvent, c'est le fameux compte des opérations. Pour vous qui êtes un spécialiste de la question, c'est quoi le compte d'opération et à quoi est-ce que ça sert? En réalité, vous savez que nous sommes dans un système de change fixe. Nous avons des accords avec le Trésor français qui nous permettent, en cas de besoin de devises, que le Trésor puisse nous aider à avoir ces devises. Quand nous importons des équipements, quand nous importons des intrants pour l'agriculture, quand nous faisons appel à des services extérieurs qu'il faut payer en dollars, en euros, etc., quand nous devons rembourser des dettes en devises, il nous faut des devises. Au niveau de l'UEMOA, nous avons un pool, donc une caisse centrale où l'ensemble des devises qui arrivent, il reste. Donc une partie de ces devises localisées dans un compte d'opération qui permettent en fait de garantir notre monnaie, qui permet de sécuriser le fait que quand nous commandons à quelqu'un des services ou des biens et qu'il faudra les payer, ou même quand nous endettons à 10, 20, 30 ans en dollars qu'il faudra payer, à un moment donné, mais il faudra assurer qu'il y a un mécanisme qui nous garantit qu'on pourra avoir ces dollars pour payer au moment venu. Et donc, le fait que nous ayons ces comptes d'opération et ces accords nous permet, entre autres, d'avoir la sécurité que même si nos recettes d'exportation, parce qu'en réalité les devises, nous les avons quand nous exportons, nous gagnons des devises que nous utilisons pour payer nos importations à l'étranger, hors de la zone UEMOA. Mais grâce à ces accords, le jour où nous allons avoir une insuffisance de devises, nous allons pouvoir solliciter le Trésor et pouvoir avoir des devises pour faire face à nos besoins. Et je tiens à préciser que la Banque centrale en a parlé largement récemment, même le président Ouattara s'est exprimé sur cette question. Ces comptes font l'objet de rémunération. Le coût de l'argent au niveau international est négatif aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous placez, les taux voilà, sont négatifs. Or, nous sommes rémunérés sur ces taux. Donc parfois, c'est des choses que les gens ne savent pas et qui créent des spéculations. C'est sous son logé. Hein. L'argent est logé à la Banque de France, c'est ça? Vous savez, il faut arrêter aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde où on pense que l'argent physique est allé stocker dans les bâtiments du Trésor français. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on le croit. Nous avons des accords avec le Trésor français qui nous permettent surtout de pouvoir... Si vous n'avez pas un mécanisme qui garantit à vos partenaires qu'à l'échéance, vous avez accès à des devises pour les payer, ils ne vont pas travailler avec vous. C'est de l'argent déposé quand même, auquel on n'a pas accès. Bien sûr que c'est notre argent, puisque je vous dis qu'on peut aller en découvert. On ne peut pas dire qu'on n'a pas accès, puisque... On y a accès? Bien sûr que nous avons accès, puisque aujourd'hui, à chaque fin de mois, nous mesurons les niveaux. Au 31 décembre 2018, nous avons à peu près 4,8 mois d'importation de recettes. C'est-à-dire que les devises que nous avions disponibles pouvaient couvrir 4,8 mois. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, les recettes d'exportation baissent. Mais il faut payer nos engagements financiers à l'international. Mais nous allons consommer ces 4,8 mois, 4,7 mois, et même aller en découvert grâce au soutien. Donc on ne peut pas dire que c'est de l'argent auquel on n'a pas accès, puisque c'est un compte qui peut aller en découvert. À partir du moment où vous avez un compte qui peut aller en découvert, mais voilà, ça veut dire que vous avez accès à vos comptes. D'accord. Romuald Wadaye, on va sortir un peu du CFA pour parler du Bénin. Il y a cette réforme que vous avez engagée récemment dans votre ministère par rapport justement au secteur, au domaine de la pension pour les agents admis à la retraite qui veulent jouir de ce droit. Qu'en est-il exactement? Rappelez-nous.
Écoutez, il s'agit d'une instruction du chef de l'État qui a considéré que quand on a servi son pays en moyenne pour une période de 30 ans et qu'on va à la retraite, il n'est pas concevable qu'on ne puisse pas être payé dès le mois qui suit l'entrée en retraite. Pour pouvoir mettre en application ces instructions, il a fallu faire un certain nombre de réformes, il a fallu lancer la dématérialisation et tout ce dispositif est en cours. Aujourd'hui, un fonctionnaire qui va à la retraite et qui a une carrière relativement normale, qui est resté dans le même corps, il est possible de lui donner, dès le mois de son départ à la retraite, ses différents documents administratifs et de lui payer sa pension. La semaine prochaine, vous allez voir avec ma collègue, Madame la ministre de la Fonction publique, nous allons faire une cérémonie de remise donc, des carnets de pension à une série de pensionnés du mois d'avril 2019. Et dès la fin de ce mois, ils vont toucher le salaire. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Je tiens aussi à rappeler que dans la même veine, en décembre passé, le chef de l'État a annoncé le paiement des arriérés pour les pensionnés, arriérés de les années 2011-2012. Et une partie a été payée dès le mois de janvier et le solde est payé ce mois-ci pour les pensionnés. Donc il s'agit d'un sujet qui tient particulièrement à cœur au chef de l'État, qui à juste titre considère que quand on a servi son pays, qu'on rentre à la retraite, la moindre des choses, c'est de pouvoir entrer dans son bon droit immédiatement et au bon niveau. Le niveau des pensions revu, 25% d'augmentation qui a été acté, qui est fait, et puis rattrapage des arriérés. Et donc voilà. Maintenant, sur les réformes pour accélérer, le dispositif de dématérialisation suit son cours et les progrès se font au jour le jour. Vous parlez justement des réformes et de cette volonté du chef de l'État de pouvoir remettre de l'ordre dans les choses. Il y a, je dirais, cette volonté également que vous avez d'élargir l'assiette fiscale. Est-ce qu'en même temps, vous allez pouvoir améliorer les services fournis par l'État? Bien sûr. Vous savez, quand on parle d'amélioration de l'assiette fiscale, je veux dire qu'il ne s'agit pas d'une démarche qui consiste à courir après plus de contribuables. Voilà. Notre démarche est simple. On fournit d'abord le service public et après on demande qu'on contribue. Parce que la conviction du chef de l'État, c'est que quand vous faites l'effort de donner du service public, d'expliquer aux gens à quoi sert leur impôt, ils contribuent normalement. Nous avons lancé les travaux d'asphaltage. Tout le dispositif de ramassage des ordures dans les 5 grandes villes du Grand Nokoué, comme on dit, est terminé, va démarrer. Mais nous n'avons pas fait des prélèvements pour financer ça. Parce que le chef de l'État a dit, commencez d'abord à changer le cadre de vie des personnes, régler les questions d'assainissement, de ramassage des ordures, et après, quand vous allez demander aux gens de contribuer pour une petite somme, ils vont le faire parce qu'ils servent à quoi. Et vous savez, cette stratégie-là du chef de l'État, elle est quand même à saluer parce que l'une des premières réformes que nous avons faites quand nous sommes arrivés en 2016, c'est de ramener à zéro l'ensemble de taxes et de prélèvements sur les transactions immobilières et foncières. Oui. Vous voyez? Et ça, c'est important. Et nous avons dit, nous allons faire le cadastre. Nous allons permettre à chacun de voir qu'aujourd'hui, il bénéficie d'un service public lié aux affaires domaniales beaucoup plus efficace, plus rapide. Et ensuite, on pourra voir éventuellement une contribution qui sera plus faible que par le passé, mais avec beaucoup plus de personnes qui vont contribuer parce que chacun verra qu'il a une sécurité sur son titre foncier, il a une capacité de faire les formalités en temps record et ils vont contribuer. Donc, la stratégie d'élargissement de l'assiette fiscale passe par une volonté d'abord d'offrir du service public aux personnes et ensuite, de façon normale, les personnes pourront contribuer à des niveaux totalement raisonnables. Alors, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. On a encore quelques petites minutes. On parlera, pourquoi pas, des élections, puisque nous vous recevons, je dirais, à un moment très important de la vie politique du Bénin. Les élections, c'est pour le 28 avril prochain. Il s'agit bien des élections législatives. Est-ce que le ministre des Finances a mis à disposition de la Sénat les fonds nécessaires? Oui, la réponse est oui. Nous avons d'ailleurs tenu une conférence avec le président de la Sénat au lancement des opérations. Je pense que c'était au mois de février passé. Et immédiatement, le budget est validé, l'ensemble des ressources ont été mis à disposition. Et nous suivons de très près pour que les institutions de la République impliquées dans l'organisation des élections ne manquent d'aucun moyen financier. C'était prévu au budget, c'est validé, mis à disposition. Combien? Les coûts des élections, à peu près 5 milliards. Entièrement payé? Entièrement mis à disposition. D'accord. Et qu'en est-il alors des quitus fiscaux? Puisque justement, il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont pas reçu à ce jour leur quitus fiscal.
Moi, je veux bien qu'on donne des exemples. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons mis en place une procédure claire, dématérialisée, et il y a des voies de recours. Nous n'avons aujourd'hui, à notre connaissance, aucun recours d'un contribuable qui nous aurait saisi en disant « Voilà, moi je suis à jour, voilà mon dossier et je n'ai pas reçu mon quitus fiscal ». S'il y en a, nul n'est parfait. Nous avons dématérialisé, nous avons essayé de ne pas du tout impliquer la main de l'homme dans le processus, mais il peut y avoir des loupés. Nous sommes prêts à reconnaître. Mais aujourd'hui, notre comité de conciliation n'a pas reçu de recours. Si vous connaissez des personnes qui disent « je suis à jour, je n'ai pas », vous me dites et nous allons examiner les recours. Je peux vous assurer que l'ensemble des personnes qui sont à jour et qui ne sont pas des fugitifs au sein de la loi ont bénéficié de leur quitus fiscal dans les délais prescrits. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Donc, merci pour ces échanges. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que quand vous voyez tous les efforts qui commencent à produire les résultats, je prends par exemple sur les sujets concrets pour les populations, sur l'accès à l'eau potable. Nous sommes vraiment dans la bonne trajectoire pour fournir l'eau potable à tous les Béninois d'ici 2021. Les financements bouclés, les travaux avancent, les sujets d'urgence, comme hier je vous ai indiqué sur la Titingou, sont traités au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose qui rassure énormément. Quand vous voyez les efforts que nous faisons sur l'opérationnalisation de l'Arche, notamment sur ces volets assurance maladie et microfinance. Assurance maladie, sur la période de test qui démarre, c'est 350 000 personnes qui sont concernées. Et nous passerons ensuite, fin d'année, début 2020, à la généralisation. Sur le volet microfinance de l'Arche, c'est 6 milliards débloqués le mois passé pour la partie microfinance mobile qui rentre dans le volet de microfinance Arche. Quand vous voyez toutes les réformes que nous faisons dans le secteur de la santé, les chantiers de construction d'hôpitaux de zone, d'hôpitaux départementaux, le CHU de Calavi, quand vous voyez les efforts qui sont faits pour que, au niveau des cantines scolaires, 500 000 écoliers qui en bénéficient, et continuer donc à élargir ces programmes, quand vous voyez tous les chantiers qui affectent l'ensemble des départements, sans exception, l'ensemble des départements, que ce soit construction de routes, construction d'infrastructures sportives, construction de marchés, construction de cités départementales. Et ça, c'est des choses qui sont en cours. Les travaux d'assainissement, d'asphaltage, en cours, on le voit. Quand vous voyez tout ça, les perspectives pour les 3 années qui viennent sont plus que bonnes. Donc moi, je voudrais en fait profiter de cette occasion peut-être pour remercier les compatriotes parce que ces résultats sont l'effet conjugué de tous. C'est parce que nous avons tous accepté de suivre le chef de l'État dans la voie des réformes, nous avons accepté chacun de jouer son rôle, que nous sommes en train d'avoir ces performances macroéconomiques importantes. Le Bénin n'existait pas sur la place financière internationale. Aujourd'hui, le Bénin existe sur les écrans. Le Bénin enregistre de très bonnes performances et les perspectives sont plus qu'excellentes pour les années à venir, notamment pour les 3 années à venir. Donc, je garde espoir que chacun continuera à faire les efforts, chacun aura le sens de responsabilité pour que rien ne ralentisse cet élan, pour que nous continuions toujours à livrer de bonnes performances. Parce que là, concrètement, il s'agit de permettre à chacun d'avoir accès à une santé de qualité, d'avoir accès à de l'eau de qualité, d'avoir une égalité de chances pour pouvoir créer de la richesse, d'avoir une égalité de chances face à l'emploi, d'avoir une formation de qualité. Nous n'avons pas eu l'occasion tout à l'heure de parler de la formation professionnelle. Il y a quelques jours, nous avons, le chef de l'État a lancé donc, la mise en place donc, du Conseil national de l'éducation, qui est un instrument phare de la réforme du secteur de l'éducation. Vous savez que le chef de l'État veut désormais que nous partons dans un système où l'essentiel des formations soit plutôt des formations du type technique professionnel et inverser donc la proportion de personnes qui font les études générales. Mais tout ça, c'est effectivement pour que le Béninois, d'où qu'il soit, mais qui puisse avoir la formation adaptée pour avoir les instruments pour être acteur économique, de créateur de richesse. On n'a pas parlé du numérique. Pareil, énormément d'investissements faits pour que l'ensemble du territoire bénéficie donc de l'accès à la fibre optique, pour que le Béninois, quelle que soit sa localisation géographique, ait accès donc aux infrastructures, aux services publics et donc à la modernité. Voilà, donc nous sommes très confiants, nous sommes très sereins sur l'avenir. Nous demandons à chacun de continuer donc à avoir ce sens de responsabilité, de soutenir donc ces efforts et on aura l'occasion de revenir encore prochainement sur les performances.
C'est évident. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagne, vous l'avez entendu, c'est un message d'espoir à l'endroit de tous les Béninois. Le gouvernement du président Patrice Talon est fortement engagé dans la diversification de ses sources de financement, ceci pour réaliser les grands projets inscrits au cœur du programme d'action du gouvernement. C'est ce qu'a rappelé Romuald Wadagne, de l'espoir et de l'espoir encore. Ça évolue à grands pas et le bonheur n'est plus loin. Merci, monsieur le ministre. Le bonheur commence déjà à être là. Quand on dit que le bonheur est plus loin, il est déjà là. Merci, mais monsieur le ministre. Il va s'amplifier. D'accord. Merci, Fiacre. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. Bonsoir chez vous. Merci.